À tous les participants qui sont avec nous dans la salle, je rappelle que cette session est interprétée en 3 langues, français, anglais, espagnol, et que vous pouvez accéder au français sur le canal 1, à l'anglais sur le canal 2 et à l'espagnol sur le canal 3. Je vous remercie. Hello everyone, we will start right now the session. Nous allons démarrer cette séance. Je vous indique pour l'interprétation que nous avons le canal 1 pour le français, 2 pour l'anglais et 3 pour l'espagnol. Sans plus attendre, je vais démarrer maintenant et je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette séance du réseau international qui est avec le réseau de l'UICN pour l'Asie de l'Est. Nous allons avoir pour notre introduction et conclusion Éric Tardieu, qui est responsable de l'organisation des bassins. Madame Marie-Christine Huot, qui est de Veolia France, et nous avons en ligne les autres orateurs que je vous présenterai après. Je voudrais donner tout de suite la parole à Monsieur Ali. Merci d'être avec nous ici pour cette séance. Je suis vraiment très heureux que l'IUCN-ROA organise cette séance qui est extrêmement importante et qui représente une véritable occasion d'un dialogue interactif et qui va nous montrer des études de cas de différentes régions pour montrer comment les solutions basées sur la nature permettent de s'adapter au changement climatique. Je voudrais souligner certains points concernant les solutions fondées sur la nature comme une bonne démarche. Nous allons parler de notre expérience dans le Moyen-Orient, dans la région MENA en général. Nous sommes tous d'accord pour parler des avantages potentiels des solutions basées sur la nature pour gérer les ressources en eau, que ce soit au niveau des eaux de surface ou souterraines, et également pour pouvoir nous adapter et avoir une résilience réelle au changement climatique. Et la question, c'est est-ce que nous mesurons l'efficacité des interventions basées sur la nature? Est-ce que nous avons la preuve qui nous permettra de convaincre les décideurs politiques et les gens de l'efficacité de ces solutions? Les solutions fondées sur la nature permettent de protéger et de restaurer les écosystèmes, mais je vois cela, enfin je crois vraiment que ces solutions sont une stratégie fondamentale et durable qui permettront de mieux nous adapter ou d'avoir de meilleurs outils d'adaptation et de résilience. Il y a autre chose. Il y a une autre question. Est-ce que nous avons un environnement favorable? Est-ce que nous avons des conditions favorables pour réussir dans la mise en œuvre de nos stratégies fondées sur la nature? Qu'en est-il des décideurs politiques? Ce sont des politiciens qui cherchent toujours des solutions rapides, que ce soit dans le développement durable ou non. Comment leur prouver que les solutions fondées sur la nature pourraient offrir des solutions réelles? Tout d'abord, nous voyons comment engager la communauté locale et les bénéficiaires de ces solutions fondées sur la nature. Parce que s'ils ne participent pas, nous ne pourrons jamais atteindre le point où nous pourrons aborder les défis sociaux. Donc, faire participer la communauté locale et
vraiment les impliquer dans leur propre processus de solutions fondées sur la nature. C'est fondamental parce qu'ils ont les connaissances traditionnelles sur le terrain. Ils savent comment régler les problèmes. Et donc, les faire participer de manière très claire nous permettra d'atteindre nos objectifs et d'avoir donc des résultats de ces solutions fondées sur la nature. Il y a un autre point important, c'est que sans normes, nous ne pouvons pas garantir que nos interventions sur le terrain soient alignées avec la protection et la restauration des écosystèmes sur le terrain. Nous devons avoir des normes avec des critères clairs, des indicateurs clairs. Et l'UICN a fait un remarquable travail sur ces solutions basées sur la nature, mais comme vous le savez tous, il n'y a pas de solution unique. Il nous faut adapter ces normes et les utiliser selon les êtres vivants que l'on cible et les régions dans lesquelles on travaille. La dernière chose que je voulais souligner également, et ensuite je laisserai la parole à mes collègues qui expliqueront tous ces points-là, c'est comment prouver que nous réussissons nos interventions sur le terrain. Il nous faut un processus de suivi. Il nous faut des plans solides de suivi et d'évaluation. Nous devons donc commencer par évaluer l'état actuel des écosystèmes dans lesquels on va intervenir. Et on doit donc avoir un point de départ, une référence qui est le point de départ actuel, à partir duquel nous allons utiliser les solutions fondées sur la nature, que ce soit pour l'eau ou pour le changement climatique. Le dernier point, je crois que maintenant le moment est venu non seulement de parler de ces solutions que nous avons couchées sur le papier, mais nous devons maintenant passer à la pratique, parce que nous avons mis beaucoup d'efforts à prouver aux décideurs politiques que les solutions fondées sur la nature sont durables et qu'elles ont la capacité à rester pérennes, résilientes et qu'elles vont aider toutes les communautés. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup. International des organismes de bassin, ce point de vue qui vient d'être évoqué de la part de l'UICN, d'un besoin de définition et de standards, mais aussi d'un passage à la pratique. C'est ce que vous venez de dire, Ali, et on partage tout à fait cette opinion. Comment mettre en œuvre et de manière coopérative ces solutions fondées sur la nature? On s'interrogera dans un premier temps avec notre orateur principal sur l'échelle transfrontalière. Et je vais donc passer la parole à monsieur Robert Dessoissy, directeur exécutif de l'autorité du bassin de la Volta, afin que nous puissions évoquer la question des solutions fondées sur la nature comme outil d'adaptation. On a vu qu'elles étaient souvent promues comme des solutions pour lutter contre les sécheresses, contre les inondations. Et Monsieur Dessoissy, je souhaiterais vous donner la parole pour vous demander comment, à cette échelle transfrontalière, on perçoit les solutions fondées sur la nature et comment elles sont également mises en œuvre pour la gestion des ressources naturelles et des écosystèmes associés. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Nous avons la charge de partager. Oui, exactement. Oui. Nous vous invitons à partager votre écran. Expérience jeune en matière de conception, de mise en œuvre des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique dans le cadre d'une gestion coopérative dans le bassin de la Volta. Et le bassin de la Volta est drainé par le fleuve qui a 1850 km avec une superficie d'environ 400 000 km² répartie sur les 6 États, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana et le Togo.
ces six pays drainés par le fleuve Volta se sont mis ensemble après près de 4 années de concertation. Ils sont arrivés le 19 janvier 2007 à créer l'autorité du bassin de la Volta librement et en connaissance de cause. Notez que l'article 2 de cette convention de l'ABV dit, par cet article, les 6 États déclarent le fleuve Volta, ses affluents et sous-affluents, un fleuve international et s'engagent à coopérer étroitement en vue de la valorisation rationnelle et durable des ressources en eau et ses secteurs connexes. Ainsi, il mandate l'ABV à promouvoir une concertation permanente, un développement durable pour un partage équitable des bénéfices en vue de la réduction de la pauvreté et d'une meilleure intégration socio-économique. Quels sont les grands défis liés à notre bassin? Notez que le bassin de la Volta, à l'instar des autres bassins d'Afrique, connaît depuis les années 70 les effets conjugués du changement climatique et d'une démographie sans cesse croissante. Et ces effets se traduisent par l'amenuisement des ressources naturelles avec des conflits d'usage latents ou potentiels. Dans notre bassin, nous avons un certain nombre de défis, dont les majeurs sont la dégradation des terres et des eaux, la pollution agricole et minière, les pertes de la biodiversité, les inondations et les sécheresses, les plantes envahissantes, la prise en compte du genre dans le processus décisionnel. C'est dans ce contexte que l'ABV s'est engagé dans le processus GIR, gestion intégrée des ressources en eau, ou une gestion concertée de ces ressources partagées à travers la mise en œuvre des projets et programmes achevés en cours de réalisation ou de planification. C'est dans cette perspective de renforcer cette gestion coopérative que l'ABV, en collaboration avec l'UICN, est en train de jeter les bases pour une appropriation et une mise en œuvre de l'approche intitulée « Les solutions fondées sur la nature » comme mécanisme pour répondre aux inondations et aux sécheresses dans le bassin de la Volta. Les solutions fondées sur la nature de notre compréhension sont des actions qui mettent en valeur les services environnementaux et socio-économiques des écosystèmes. Comme action, nous pouvons citer les aménagements conservatoires des eaux et des sols, la réalisation des seuils et ou ouvrages de protection des berges et des infrastructures d'eau végétalisées, la restauration et gestion durable des zones humides. Notez que le bassin de la Volta a une dizaine de sites Ramsar et bien d'autres encore. Enfin, la restauration des zones arides dans les sous-bassins versants, etc. Veuillez noter, mesdames et messieurs, que l'autorité du bassin de la Volta, depuis sa création, met pratiquement en œuvre déjà ce concept de solutions fondées sur la nature à travers un certain nombre de projets. Je vais donner quelques exemples. Nous avons le projet de gestion des inondations
et sécheresse dans le bassin de la Volta, financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique et coordonné par l'OMM, mise en œuvre par l'ABV, GWPAO et l'OMM lui-même. Nous faisons actuellement la cartographie des zones à risque, le renforcement des capacités de résilience des communautés locales, etc. Le deuxième projet, en cours d'élaboration, c'est le projet inversion des tendances à la dégradation des terres et des eaux dans le bassin de la Volta Riord, financé par le FEM, renforcement des capacités, etc. Nous avons un autre projet, c'est le projet de mise en œuvre des actions phares du plan d'action stratégique de l'ABV, financé par le FEM, le SIWA à travers la Banque mondiale. Élaboration de la charte de l'eau, renforcement des capacités des populations, des communautés sur la gestion environnementale, l'élaboration stratégie et plans de communication, etc. Enfin, nous sommes en train de mettre actuellement en œuvre le projet intitulé Partenariat régional sur l'eau et l'environnement en Afrique centrale et occidentale, financé par l'ASDI. Le point focal, c'est l'implication du genre, établissement de la charte genre Volta, et puis la participation du genre dans le processus décisionnel. Enfin, en quatrième position, excusez-moi d'être un peu rapide, je veux aborder certains messages clés à retenir dans ce processus de solutions fondées sur la nature. Pour nous, dans le bassin de la Volta, les solutions fondées sur la nature constituent un outil mettant en lien les différentes politiques et stratégies nationales ainsi que les cadres et accords internationaux tels que les ODD, accords de Paris, le cadre post-2020, etc. Deuxième point, la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, nous en sommes certains, entraînera non seulement des bénéfices environnementaux, mais aussi socio-économiques pour les populations. En troisième position, nous trouvons qu'il y a nécessité de renforcer les capacités et ou sensibiliser tous les acteurs étatiques, les organisations de la société civile et les communautés locales en vue de promouvoir non seulement une bonne compréhension de l'importance des solutions fondées sur la nature, mais également une meilleure coopération autour de leur mise en œuvre dans les zones humides. Enfin, comme point clé, la nécessité de développer des projets fédérateurs à caractère transfrontalier devant constituer dans leur mise en œuvre des solutions aux impacts spécifiques des changements climatiques et la pression démographique dans nos zones humides. En conclusion, nous espérons qu'une mise en œuvre des solutions fondées sur la nature renforcera les capacités des écosystèmes à fournir les différents services environnementaux et socio-économiques aux populations. Aussi, nous estimons que l'établissement des solutions fondées sur la nature devra tenir compte et compléter d'autres types d'interventions tels que des projets d'ingénierie, des technologies de l'information et d'infrastructures financières, etc. À cet égard, l'ABV estime que le succès de l'approche solutions fondées sur la nature dépendra de la compréhension, de l'appropriation du contexte, de la qualité des interactions entre les hommes d'une part et d'autre part entre les hommes et la nature. Enfin, la pérennité et la durabilité des solutions fondées sur la nature nécessitent une démarche systémique tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre afin de favoriser et ou d'éclairer les structures décisionnelles au niveau local, national et régional. Sur ce, je vous remercie pour m'avoir bien écouté.
Merci Monsieur Dessoissy, et on apprécie notamment dans le cadre de votre intervention ce rappel que les solutions fondées sur la nature ne valent pas seulement pour elles-mêmes et pour la préservation qu'elles permettent des ressources en eau et des écosystèmes associés, mais aussi pour leurs bénéfices sociaux et économiques. C'est un point évidemment important dans une perspective de développement durable. Merci. Je pense que nous allons continuer et nous prenons dans le chat les questions que vous pourriez avoir, et dès maintenant vous pourrez aussi, pour ceux qui sont avec nous dans la salle, penser aux questions que vous souhaiteriez poser à Monsieur Dessoissy et aux intervenants qui viennent. Nous allons enchaîner sur l'intervention de Monsieur Thierry Emmanuel Ratovoniena du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène de Madagascar, qui en est le directeur général technique, afin d'aborder les défis du changement climatique dans ce pays. Évidemment, ce n'est pas un pays qui est préservé de ces impacts-là, et je souhaitais donc vous poser la question des solutions, des stratégies qui sont mises en place pour répondre aux défis du changement climatique à travers des solutions fondées sur la nature. Monsieur Ratovoniena, vous avez la parole. Vous m'entendez? Très bien. Oui, d'accord. Pendant que vous chargez le PPT en partage d'écran, je me permets de préciser à nos intervenants que nous avons un groupe WhatsApp où nous pouvons échanger en direct, et je remercie Andrea Ferret du Partenariat français pour l'eau de gérer cette partie-là avec nous. Monsieur Ratovoniena, vous parvenez à partager l'écran ou vous souhaiteriez qu'on le fasse? Vous me voyez mon écran là? Je n'ai pas encore le retour sur mon écran, mais je crois que c'est bon. J'ai déjà. Est-ce que vous voyez? C'est bon? C'est bon? Est-ce que vous me voyez? Oui. Vous voyez mon écran là? En plein écran. Il faudrait cliquer en bas à droite pour qu'il s'affiche en plein écran, mais je crois que c'est en train de charger. En bas à droite. Vous avez une fonction zoom ou dézoom, et juste à gauche de cette fonction zoom ou dézoom, juste à gauche, vous avez le diaporama. Réaction. Page, impose, discussion. Diapo. Ça y est? C'est comme ça? Non, pas encore. Est-ce que vous préférez qu'on le partage pour vous? Je vous laisse peut-être démarrer, et puis on va partager l'écran pour vous. D'accord. Vous pouvez fermer la fonction partage d'écran et commencer votre exposé. On s'occupe de partager l'écran ici. Merci. D'accord. D'accord. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités à participer à ce congrès. En fait, c'est une occasion pour nous, notamment à Madagascar, de faire connaître ce qui se passe dans le cadre de la nature ou bien dans le cadre de la protection du bassin versant. En fait, Madagascar, ça fait partie des pays qui font face à la lutte contre les phénomènes de changement climatique, notamment donc Madagascar a fait beaucoup d'impact sur la biodiversité, entre autres sur les ressources en eau. Donc, par rapport à cela, on est là pour vous partager notre expérience, notamment sur un bassin qui s'appelle le bassin du lac. Pour Madagascar, c'est comme tous les autres pays. Madagascar a subi des problématiques rencontrées sur le changement climatique, notamment les impacts extrêmement, parfois des dégâts très importants. Quand je cite que, par exemple, la perturbation du régime hydrologique et puis la baisse des niveaux des nappes phréatiques
durant la saison sèche et la nappe fluviale est surexploitée aussi. Et puis, ça fait partie de problématiques, les tarissements des eaux des surfaces, notamment le fleuve, rivière et les lacs. Et puis, la destruction des bassins versants entraînant la destruction des cultures. Et aussi, la sécheresse devient plus sévère, notamment sur les cas dans le sud, ainsi que le manque d'eau. Donc, la solution, c'est toujours de travailler ensemble, ce qui est d'intégrer des mesures d'adaptation dans tous les projets de développement durable. Par rapport à ces problématiques-là, nous avons déjà été identifiés quelles sont les mesures adaptées comme solution prise pour Madagascar. Comme solution, nous avons pris la promotion des processus de gestion intégrée des ressources en eau, ou bien les GIR, et à travers un organe qui est sous tutelle du ministère de l'eau, c'est l'ANDEA, c'est l'Autorité nationale de l'eau et de l'assainissement. C'est un organe qui va diriger toutes les activités concernant la gestion intégrée des ressources en eau, les activités concernant la qualité de l'eau et l'exploitation de l'eau. Et puis, comme mesure aussi, la mise en place et de mise en fonctionnement des structures des GIR, des agences de bassin et des comités de bassin à travers, c'est ce que je dis tout à l'heure, à travers l'ANDEA. Et puis, la surveillance et la gestion de l'eau, notamment Madagascar est doté évidemment d'un réseau de stations pluviométriques, des mesures et d'observation des débits, des hauteurs d'eau, et puis des niveaux de la nappe phréatique. Et à la fin, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique, ou bien le PNEA du Madagascar, qui stipule les renforcements des gouvernements, renforcement de la gouvernance et l'intégration d'adaptation, la mise en œuvre des programmes d'action sectoriels prioritaires, et puis le financement de l'adaptation au changement climatique. Dans le cadre du cas, juste pour un rappel, que Madagascar est en partenariat actuellement avec l'Agence de l'eau de Rome Méditerranée, Corse, et le ministère qui s'engage pour faire les actions de partenariat pour la lutte contre, pour protéger les bassins versants de la lac d'Itas. Donc, depuis 2010, la coopération ça a été existée. Et puis, on a eu aussi, depuis 2018-2019, on a eu de la mise en place du comité de gestion du lac d'Itas, ou bien COGELI, qui est un comité local qui assure la protection du bassin du lac Itas. Cette lac, la superficie du bassin versant du lac, c'est environ 667 km², avec l'altitude minimum de 1223 mètres et l'altitude maximale de 1826 mètres. Donc, la commune environnante, c'est au nombre de 10 communes qui bénéficient des actions avec l'Agence de l'eau Rome Méditerranée Corse. Pour le cas de ce bassin-là, il y a toujours les facteurs de dégradation de ce bassin, notamment les fractures anthropiques accentuent l'érosion du sol. Ça veut dire que les actions qui ont été faites par les humains, par exemple les pâturages des bestiaux sur le versant, la division des parcelles de culture sur le versant, la pratique des feux de brousse, la destruction des berges pour la fabrication des briques. Ça a été existé sur place. Et puis les facteurs géomorphologiques, c'est l'érosion et l'assablement, c'est environ de 70% du lac sont touchés par l'érosion. L'ensablement dû au transport de sédiments en amont, durant la période de crue, l'exploitation minière en amont de la rivière Baragne et la formation de la vaca contribuent à l'évancement des SDE et l'assablement des bas-fonds. Il y a aussi l'exploitation minière, qui est l'exploitation minière en amont du lac, entraîne l'assablement et la pollution du lac Itas. Il y a aussi l'occupation du sol. Les cultures occupent 50% des bassins versants
Les savanes couvrent 34% de la surface très sensible aux feux de brousse. Il y a aussi la disparition, évidemment, des espèces des habitants des habitats. Il y a aussi l'évolution des usages agricoles, notamment 85% des populations travaillent dans le secteur agricole dans le réseau ITAS. Le bassin versant est une zone à vocation agricole sur les bas-fonds et la promotion de la pratique culturelle du Tanet contre ces zones. En fait, quelles sont les visions à moyen terme qui ont été adoptées pour valoriser du lac ITAS? En fait, afin de préserver et de valoriser le bassin versant du lac ITAS, les actions prioritaires suivantes seront à prendre dans le moyen terme. Les actions sont amélioration des pratiques agricoles et respect des bonnes pratiques de culture. Stabilisation des courbes de niveau, aménagement anti-érosif des parcelles, notamment lutte contre l'anti-érosif et contre l'ensablement. La promotion de la plantation agroforestière et la plantation forestière, notamment lutte anti-érosion. La plantation des haies vifs, ce qui est contre érosion aussi, et la production de compost solide afin de restaurer la fertilité organique du sol et afin de réserver la qualité de l'eau et l'utilisation des intrants chimiques. Et à la fin, le reboisement des zones marginalisées et données et fortes pentes. Voilà, mesdames et messieurs, mon intervention s'achève. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit à travers cette intervention un autre volet. On a démarré sur le transfrontalier. Et ici, c'est clairement les usages agricoles qui prédominent et qui ont un impact que l'on cherche à atténuer par le biais de solutions fondées sur la nature. Je vous remercie, Monsieur Ratovoniena, pour votre intervention qui rappelle aussi l'intérêt de la coopération présentement avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Pour enchaîner ensuite, on a fait le transfrontalier, on est allé se balader du côté de l'agriculture et je souhaiterais maintenant qu'on aille se balader du côté des usages industriels. Nous avons le plaisir d'accueillir et en présentiel Madame Marie-Christine Huot qui travaille pour Veolia Eau et qui donc pourra nous présenter en quoi dans le secteur industriel CSFN ont une importance. Et en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est que Veolia se place comme une référence en matière de transformation écologique, en matière de développement des énergies vertes, ainsi qu'en matière de traitement de pollution complexe. Comment les SFN sont-elles intégrées dans ces process industriels et dans les priorités de l'entreprise? Bien, merci pour votre question. Bonjour à toutes et à tous. Je parlerai donc aussi en français. Je ne sais pas si c'est vous qui lancez la présentation. Oui, est-ce qu'on peut avoir le PPT de Madame Huot? Voilà. Parfait, merci. Et après, c'est moi qui continue, c'est ça? Ah non, c'est depuis la régie apparemment. Okay. C'est vous qui changez. D'accord. Ouais. Donc, pour reprendre votre question, la réponse est simple. Il ne faut pas les opposer, bien évidemment. Il n'y a pas les solutions fondées sur la nature d'un côté et le reste des activités que vous avez présentées de l'autre. Bien au contraire, les choses sont imbriquées et les solutions fondées sur la nature, par rapport au traitement dit plus conventionnel, se complètent et parce qu'elles ont toutes leurs limites. On a déjà évoqué un certain nombre de points dans les présentations précédentes, qu'il faut du temps aux solutions fondées sur la nature. C'est le monde du vivant, il faut du temps. Et parfois, et c'est un des avantages des techniques conventionnelles, c'est qu'elles sont immédiates, elles répondent immédiatement à notamment des exemples de pollution. Mais on ne peut pas se satisfaire de dire d'un côté il y a le conventionnel et de l'autre côté il y a les solutions fondées sur la nature. Bien au contraire, sans respect de la nature, les activités industrielles et les activités tout court de la vie des territoires ne peut pas durer, n'a aucune durabilité. Donc on fonctionne de cette façon-là. Pour le coup, pour être très concret et finalement apporter une image concrète de ce qui a été annoncé dans les présentations précédentes sur les bénéfices finalement qu'apportent les solutions fondées sur la nature, je voudrais prendre deux exemples. Donc un exemple effectivement industriel en Chine
Et cet exemple, il ne remonte pas d'hier, et donc vous voyez bien qu'on ne s'est pas réveillé il y a très peu de temps. Premier exemple, donc effectivement avec un industriel qui est Sinopec en Chine, qui est le plus gros industriel pétrochimique de la Chine et de l'Asie, donc entre guillemets baptisé comme un pollueur, et qui avait confié à Veolia il y a plusieurs années déjà le traitement de ces eaux usées pour ainsi traiter les eaux industrielles. Mais bien évidemment, dans cette région de Chine à côté de Pékin, qui est sous stress hydrique depuis un certain nombre d'années, on ne pouvait pas se satisfaire d'avoir une dépendance entre un rejet d'eau usée traitée et ensuite une ressource qui est une ressource de réservoir naturel à ciel ouvert qui se voit sous nos yeux s'amenuiser et ainsi rendre dépendants les populations pour la production d'eau potable. Si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Voilà, donc sur cette diapo, vous voyez en fait la décision qui a été prise tout de suite en 2017, qui était de réhabiliter une zone humide de 8 hectares qui permet de réalimenter le réservoir que vous avez en bas, le lac à ciel ouvert, qui est un lac très sensible à l'aléa climatique et souvent sous stress hydrique, où finalement on voit plus souvent moins d'eau que de l'eau remplie. Et donc on voit très bien à travers cet exemple que les solutions fondées sur la nature apparaissent comme un complément des solutions conventionnelles qui vont venir aider à s'adapter au dérèglement climatique et dans ce cas précis s'adapter au stress hydrique. Alors concrètement, et vous le voyez en image, entre l'image du haut et l'image du bas, vous voyez donc toute la zone verte qui est la zone de réhabilitation d'une ancienne zone humide qui s'était complètement asséchée. Ainsi pour protéger le réservoir de Nukou qui va servir à la production d'eau potable. Sur les diapos suivantes, donc concrètement, quels sont, après quelques années, les bénéfices obtenus, puisqu'on parlait de l'importance de vérifier et de mesurer les bénéfices de ces solutions, vous les avez ici en image. Donc premier bénéfice, j'en citerai 4, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau en réhabilitant donc cet espace de 8 hectares en multiterrasses qu'on appelle, et en l'occurrence ici 23 terrasses, et ainsi d'affiner et de s'assurer de la qualité écologique de l'eau issue des eaux usées traitées et de terminer le processus d'une des fonctions de la nature qui est la fonction de phytorémédiation. Sur un deuxième bénéfice, ça a été également évoqué par notre animateur, c'est bien sûr les bénéfices sociaux. Cela permet également d'ouvrir un nouveau champ, ce qu'on appelle d'externalité positive, de créer des aires de récréation. On voit en France, cela se développe beaucoup avec les activités du Conservatoire du littoral, pour ne pas le citer, et d'autres. Donc de créer une vraie appétence, une vraie nouvelle dynamique positive de communauté sociale. Ensuite, troisième bénéfice, c'est aussi une prise de conscience pour toutes les générations, plus facilement pour les jeunes générations, comme ici cela se produit au congrès de l'UICN, mais ainsi donc de sensibiliser encore plus aux bénéfices de ces solutions et au fait qu'on ne peut pas vivre avec la nature à côté mais pas intégrée. On a trop souvent dans le développement de l'urbanisation considéré qu'on n'avait finalement pas besoin de la nature et qu'on pouvait la mettre de côté. Or, là, on reprend conscience qu'il n'y a pas de vie sans la nature et que le vivant doit être en étroite corrélation avec l'humain. Et ça sera notre sauvetage, si je puis dire. Donc ici, vous avez des exemples donc, de sensibilisation avec des expositions notamment et donc des visites guidées. Enfin, la dernière et non des moindres, puisqu'on est ici au Congrès de la Nature, c'est bien sûr la réhabilitation de la faune et de la flore
à travers cet ensemble des 23 terrasses constituées, finalement, elles n'ont pas été pensées n'importe comment. J'ai envie de dire, il y avait un architecte de la nature et nous avons créé des corridors et des zones d'habitat qui permettent à certaines espèces ainsi de se redévelopper, que ça soit pour les oiseaux, que ça soit pour les batraciens, que ça soit pour les papillons et pour les poissons. Et donc tout ça se travaille comme un véritable travail d'architecture. Et les résultats sont là, pour reprendre ce qui a été dit par notre introducteur, avec vraiment des résultats mesurables. Sur la diapo suivante, je vous donne un deuxième exemple pour prendre l'effet inverse, pour s'adapter au changement climatique. En ce moment, qu'est-ce qu'on a? Où on n'a pas assez d'eau, où on en a trop. Et donc dans le cas du trop d'eau, je prendrai un exemple français, là aussi qui n'est pas récent, qui montre bien qu'on n'a pas attendu finalement aujourd'hui pour commencer à parler des solutions fondées sur la nature. C'est l'exemple de la vallée de la Bièvre en région parisienne, qui a été soumise à de violentes inondations, et la plus grosse, la plus importante, la dernière en 1982, et qui a créé plus d'1 million de dommages à l'ensemble des populations de cette vallée de la Bièvre dans la région sud-ouest de la région parisienne. Concrètement, là aussi, le travail a été fait en étroite collaboration et complémentarité entre les techniques traditionnelles, si vous pouvez avancer, merci, entre les techniques traditionnelles et les solutions fondées sur la nature. Notamment, grâce, et je le dis devant mon confrère de l'agence de l'eau RMC ici présent, grâce à l'agence de l'eau Seine-Normandie, eh bien, la vallée de la Bièvre était déjà dotée de plans d'eau naturels. Sauf que, initialement, et encore dans beaucoup d'endroits, on considère les plans d'eau comme étant des endroits où on va se balader autour, où les plans d'eau doivent être pleins et où d'ailleurs, quand ils commencent à se vider, on se dit zut, on a un problème de stress hydrique, ou quand ils sont pleins et qu'il fait trop chaud, comme en ce moment, eh bien, d'un seul coup, ça va tourner et on va avoir des espèces invasives et des cyanobactéries. Et donc, en fait, le changement qui a été amorcé avec l'agence de l'eau, c'est de revaloriser les fonctions des solutions fondées sur la nature. Alors vous allez me dire, ça paraît un peu compliqué ou trop simple. En fait, simplement, on a oublié que les plans d'eau dits permanents, finalement, ne jouent plus leur fonction naturelle, qui est de jouer de marnage et ainsi de jouer de la nature. Donc on a redonné, avec l'aide de l'agence de l'eau, des capacités de tampons et des capacités pour absorber de trop d'eau quand il y a des gros orages et en même temps de redonner vie à la nature, et c'est l'évolution que vous voyez sur plus d'une année. Donc là, vous voyez, on a aussi besoin d'un peu de temps. Les choses ne se font pas en 24 heures parce que la nature, le monde du vivant, bien, il lui faut un peu de temps. Ensuite, donc sur l'autre diapo, ce qui a été également changé, d'où l'imbrication entre les techniques classiques et les solutions fondées sur la nature, c'est qu'il y a eu un changement dans la mode de régulation habituelle de l'hydraulique à ciel ouvert, si je puis dire. Classiquement, les ingénieurs en hydraulique, on régule d'un point A au fil de l'eau, d'un point A à un point B, et d'ailleurs on a beaucoup canalisé, d'où aujourd'hui les effets inondations accélérés. Et là, le changement qui s'est opéré, c'est de dire on va réguler par des systèmes d'entretien de passe de fond sur la rivière pour faciliter ensuite la gestion de la dispersion dans les plans d'eau qui vont ensuite être optimisés dans leur remplissage ou vidés, donc vidanger, à l'arrivée d'un à-coup climatique. Et donc concrètement, et vous le voyez sur la diapo suivante, ce que ça donne, c'est qu'en fait, on se retrouve à réguler la nature et les plans d'eau, leur redonner vie, on les laisse respirer finalement, comme nous-mêmes nous pouvons respirer. Et lorsque un gros orage arrive et que c'est prévu avec les systèmes de radar, eh bien, l'ensemble est vidé ou régulé en fonction pour redonner de la capacité ainsi de marnage et de stockage temporaire. Donc c'est une des fonctions de l'hydraulique de régulation que jouent pleinement les solutions fondées sur la nature. Pour conclure, depuis 1982, il est passé beaucoup de gros orages en région parisienne. Il n'y a jamais eu de débordement à nouveau. Jusqu'à la dernière qui a eu lieu il n'y a pas longtemps où Paris était sous les eaux pendant quelques temps, eh bien il n'y a rien eu en vallée de la Bièvre. C'est le seul endroit où il n'y a rien eu. Donc les résultats sont là. Et donc en guise de conclusion, j'aurais peut-être juste une recommandation, peut-être en guise de discussion,
c'est comment on peut accélérer finalement cette bonne combinaison entre les techniques classiques et les solutions fondées sur la nature, et surtout ne pas oublier que ça nécessite de l'entretien. Le vivant, c'est comme nous-mêmes, a besoin d'être entretenu. Donc ça veut dire qu'il faut aussi mettre en place un modèle contractuel, économique, qui permet cet entretien de la nature, parce que ça en fait partie pour que satisfaire à l'ensemble des fonctions qu'elles peuvent rendre. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Huot. Merci. Micro numéro 1, s'il vous plaît. Micro numéro 1, merci. Merci Madame Huot pour cette intervention. Et c'est vrai que ce dernier point en particulier est particulièrement important, je pense, de rappeler que les solutions fondées sur la nature restent en dernier regard des infrastructures, et en tant que telles, infrastructures vertes bien entendu, mais en tant que telles, on doit pouvoir planifier des budgets pour la conception, la gestion, l'entretien de ces infrastructures, et aussi prévoir les qualifications des professionnels qui vont pouvoir gérer ces solutions fondées sur la nature. Donc on va avoir besoin dans les années à venir d'un investissement assez considérable sur la qualification des professionnels de l'ingénierie écologique, par exemple. Et c'est vrai que c'est un point important à rappeler. Je vais tout de suite passer à l'anglais, because now we will... Nous allons en effet passer à 2 intervenants anglophones de la région de la Jordanie elle-même. Je vais d'abord donner la parole au docteur Marwan Al-Ragad, qui est directeur exécutif du réseau interislamique du développement et de la gestion des ressources hydriques. J'aimerais, docteur Marwan Al-Ragad, savoir ce que vous faites en matière de solutions fondées sur la nature et comment ceci permet de nouer également des partenariats dans la région. Je vous remercie. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je souhaiterais tout d'abord remercier l'UICN de m'avoir permis d'intervenir sur ce sujet si important. Alors, je vais vous parler effectivement au nom du réseau interislamique sur le développement et la gestion des ressources hydriques. L'objectif étant d'améliorer donc l'usage de l'eau que l'on refait dans la dignité humaine. Alors, que faisons-nous? Il s'agit de développer les capacités dans les différents pays membres dans le cadre de l'ensemble du réseau. Alors, le stress hydrique. Ce stress hydrique est causé essentiellement par l'agriculture. On voit que l'agriculture représente 73% de la superficie donc mondiale et 27% pour la région, ce qui est bien plus important que la superficie totale des pays membres du réseau. Alors, sur cette carte, malheureusement, on voit que l'on va voir une réduction de la production des céréales d'ici 2030 dans la région, qui peut atteindre dans certains pays 15%. Et ceci est lié essentiellement au changement climatique et au stress hydrique. Alors, quelles sont les composantes principales de la demande d'eau dans nos pays? On voit qu'il y a une augmentation de la demande. Nous sommes en fait en transition. C'est ainsi que vous pouvez voir que les pays au Moyen-Orient, l'Égypte, le Soudan, l'Irak essentiellement, mettent l'accent sur cette transition vers des économies durables. La production d'énergie est en train de changer dans l'ensemble de la région. Alors, suite au forum de l'an dernier, une décision a été prise donc de s'adapter au changement climatique.
la décennie à venir étant cruciale. Alors, nous voyons que les solutions fondées sur la nature peuvent être mises en place au niveau régional et à ce moment-là, ceci constitue une bonne solution pour donner les moyens de subsistance aux populations. Il peut également s'agir de facteurs catalyseurs. Donc on voit ici les liens entre les pratiques d'adaptation fondées sur les écosystèmes et l'articulation eau, énergie, aliments. Donc vous avez en bleu donc l'eau, cueil de l'eau, gestion en amont, mais également vous avez ensuite l'énergie traditionnelle ou non traditionnelle, et enfin l'alimentation. Et on voit que les solutions qui peuvent être adoptées peuvent être des solutions classiques, mais aussi des solutions moins classiques en matière de transformation alimentaire et l'utilisation du solaire. Il s'agit à présent de passer à de nouvelles solutions, à un nouveau paradigme. Vous voyez ici une comparaison justement entre le paradigme actuel et ce vers quoi nous nous dirigeons. Quels sont les inconvénients du paradigme actuel? Sa rigidité, le fait que cela n'avance pas ou lentement, le caractère répétitif, le fait qu'il soit tourné vers l'approvisionnement et qu'on soit dans un paradigme local. L'accent est mis sur les études et ne tient pas compte du renforcement des capacités théoriques. Il y a également un phénomène d'éparpillement, de saupoudrage, avec de petits montants de subventions qui ne font pas bouger les choses. On se dirige maintenant sur une mise en place pratique sur le terrain, des formations également sur le terrain avec des laboratoires dans la nature. Vous avez ici l'exemple du projet Désert intelligent, qui est un projet qui a été mis en place avec le partenariat de l'UICN, mais également des autres ONG et organisations étatiques que vous voyez à l'écran. Ce projet Désert intelligent, il s'agit donc d'une solution fondée sur la nature qui vise également à autonomiser les communautés. Notre stratégie se fonde sur plusieurs modèles de solutions fondées sur la nature, y compris les bonnes ou les meilleures pratiques agricoles, la transformation solaire des fruits, des ressources hydriques non classiques, et il y a également un point important ou un facteur important qui est la réduction écologique des risques de catastrophes. Ceci permet de parvenir à un écosystème amélioré grâce à ces solutions fondées sur la nature. Donc, ceci a été mis en place en Jordanie, mais il s'agit de monter en puissance et de l'élargir à l'ensemble de la région. Il est important de mesurer également les résultats, les performances obtenues et d'impliquer le secteur privé dans ces projets. Alors, je crois savoir que le son est malheureusement de piètre qualité. C'est effectivement le cas. J'en suis désolée. Est-ce que vous m'entendez mieux à présent? Effectivement, un peu mieux, oui. Il faut à présent travailler davantage sur la compréhension de la géographie, de la géologie, mais également de la dimension humaine de nos bassins. C'est essentiel pour ces solutions fondées sur la nature, puisque l'objectif, c'est véritablement le développement humain, un développement durable, pérenne. Il s'agit d'autonomiser les jeunes et les femmes, de créer des emplois et de créer la confiance. Nous avons besoin d'un dialogue régional qui implique l'ensemble des parties prenantes
s'agit de mettre en place un réseau de professionnels qui pourront mettre en œuvre ces solutions fondées sur la nature. Notre message, pour conclure, porte sur l'interprétation des cartes du Moyen-Orient avec leur dimension naturelle et humaine. Ces cartes montrent que des solutions fondées sur la nature existent déjà depuis plus de 7000 ans. Les mêmes cartes montrent que chaque pays ou chaque région se distingue par la présence de certaines ressources et des compétences et des solutions fondées sur la nature. Par conséquent, il faut travailler davantage sur l'intégration qui permettra d'assurer une sécurité alimentaire et hydrique. Tout ceci dépendra de notre capacité à nouer le dialogue, à apprendre des uns des autres. Nous devons investir dans la diversité et l'inclusion dans la région. Je suis désolée pour la mauvaise qualité du son. Merci beaucoup, Dr Marwan Al-Ragad. Merci pour cette présentation très intéressante. J'ai été très sensible au fait que, tout comme Ali, vous nous avez rappelé que l'évaluation des résultats de ces SFN constitue une priorité aujourd'hui. Le concept est maintenant connu, les mesures ont été mises en œuvre, le moment est venu de procéder à une évaluation. Et je souhaiterais faire un petit commentaire. Nous allons avoir une autre séance à 11 heures dans le même hall, dans la salle Mère de Corail, sur les solutions fondées sur la nature. Et nous mettrons justement l'accent sur l'évaluation des résultats de ces solutions. Alors, aujourd'hui, nous avons entendu que nous avions besoin de coopération au niveau des autorités, entre les autorités locales. C'est ce que nous avons vu à Madagascar, entre et avec les partenaires industriels. C'est ce que nous avons vu dans la dernière intervention française. Et maintenant, on voit également l'importance des réseaux. Je souhaiterais maintenant me tourner vers la recherche et l'innovation grâce à l'intervention du Dr Ma Al-Zubi, qui est chercheuse à l'Institut international de la gestion de l'eau. Dr Ma Al-Zubi, je commencerai par une question. Comment la recherche et l'innovation peut soutenir ou appuyer l'approbation de ces solutions? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez correctement et est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de leur invitation. Et en tant que dernière intervenante, j'espère que tout le monde est toujours intéressé par le sujet. Mon intervention va évoquer les solutions et les innovations dans la région MENA, ce qui peut être fait donc. Mais avant, je voudrais rapidement vous expliquer ce qu'est l'Institut international pour la gestion de l'eau. C'est un centre de recherche ou un institut de recherche sans but lucratif avec des bureaux dans 13 pays et un réseau de scientifiques couvrant plus de 30 pays. Nous travaillons avec différentes parties prenantes comme les gouvernements ou bien des agriculteurs, des partenaires du développement, etc., pour régler les problèmes de l'eau et trouver des solutions adaptées. Notre bureau principal est au Caire. Nous avons également un bureau à Amman, en Jordanie. Notre stratégie pour la période 2019-2023 est une réponse à la demande d'innovation avec des solutions pour l'eau, assurant un développement durable. Et nous abordons 3 problèmes: l'eau, l'alimentation, les écosystèmes; l'eau, le changement climatique, la résilience; et l'eau, la croissance et l'inclusion. Avec un programme
transversale sur l'eau et l'innovation numérique. Et nous avons vu des changements dans la gestion de l'eau qui ont contribué au développement économique. Maintenant, sur les pays du MENA en particulier, je voudrais parler des problèmes de développement. Nous avons évidemment des sécheresses, des ressources limitées en eau, la rareté de l'eau, la croissance démographique, la fragilité de la nature, les conflits, et puis un taux très élevé de chômage, des inégalités hommes-femmes et des institutions et une gouvernance faible et une fracture entre les zones rurales et urbaines. Ensuite, le changement climatique a déjà eu un impact significatif sur beaucoup de régions et un impact sur les communautés humaines. Et donc, les mesures d'atténuation et d'adaptation sont indispensables pour assurer la production alimentaire et la disponibilité d'eau douce. Et pour accroître la résilience à des inondations, de la sécheresse, des glissements de terrain, des incendies, etc. Pour répondre au changement climatique, on pense que les solutions fondées sur la nature peuvent être efficaces en termes de coûts et sont une bonne alternative pour s'adapter aux conditions futures, aux conditions climatiques futures. Et nous avons quelques bons exemples à donner à ce sujet. Les écosystèmes de la région MENA rencontrent des obstacles comme des systèmes de gouvernance fragiles, l'absence de solutions basées sur la nature, l'absence de connaissances et sensibilisation, l'absence de modèles économiques, des investissements limités dans les solutions fondées sur la nature, peu de partenariats dans multipartites, mais il y a quand même des éléments favorables qui peuvent aider les solutions fondées sur la nature à avoir davantage d'impact. Nous avons besoin de plans de politique plus cohérents, de législation. Et nous avons besoin également d'innovation, de technologie, d'éducation, de formation, de partenariat entre parties prenantes. Tout cela est très important. Et c'est important pour avoir la cohésion et davantage d'intégration dans nos actions. Ce que nous faisons, nous intégrons le développement durable dans nos actions. Nous cherchons des synergies dans nos portefeuilles pour les infrastructures en eau. Nous essayons de mesurer l'impact des mesures de restauration et nous essayons d'empêcher la dégradation des écosystèmes et de restaurer avec l'égalité entre hommes et femmes et l'inclusion. Ici, nous avons des projets plus spécifiques à la région MENA. Nous en avons beaucoup en fait, mais je voudrais juste confirmer que les solutions basées sur la nature sont un terme générique pour toute une série de démarches et d'activités comme celles qui cherchent à protéger les sources d'eau, une meilleure gestion de l'eau. Nous avons besoin donc de la recherche pour les organisations de développement qui contribuent à des solutions. Nous essayons d'améliorer le timing de tous les programmes concernant l'eau
et le cycle de l'eau avec des systèmes d'irrigation, de culture, etc. En Jordanie, nous avons des technologies d'économie de l'eau en agriculture que nous développons en même temps que nous renforçons les capacités sur place. En Jordanie, au Liban et au Maroc, nous essayons d'améliorer la gestion de la sécheresse et améliorer la résilience au changement climatique. Et notre recherche a amené à des changements dans la gestion de l'eau qui ont contribué au développement économique et social. Et ma dernière dia montre la coopération et nous voyons que les solutions fondées sur la nature ont un énorme potentiel, mais pour les développer, il faut augmenter les connaissances, appuyer les processus décisionnels, avoir les mêmes critères pour évaluer les solutions basées sur la nature et les autres. Et nous avons besoin de paramètres cohérents pour bien comprendre ce que font les solutions basées sur la nature. Donc, étant donné les efforts que nous avons faits et les cas de réussite, nous allons continuer à fournir de la recherche basée sur les preuves et nous allons accélérer le déploiement de solutions ayant de l'impact. Je vous invite à visiter ma page web et nous serons heureux de discuter avec vous en bilatéral ou collectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Maha Al-Zoubi. Nous avons besoin de recherche, effectivement, pour prendre des décisions éclairées dans les solutions fondées sur la nature. C'est certainement quelque chose que nous devons garder à l'esprit quand nous voulons investir en recherche et en innovation. Je vais maintenant demander aux membres du panel en ligne de rester connectés puisque je vais prendre des questions du public. Et je vois que quelques mains sont levées ici dans la salle. Nous prendrons au moins 3 questions pour démarrer. Ici au fond de la salle. Et puis 2 personnes qui se trouvent au milieu de la salle. Vous avez la parole. Alors, de l'Institut de Jordanie. J'ai une question sur les solutions fondées sur la nature. Elles ne sont pas nouvelles, mais pourquoi est-ce qu'elles sont si populaires maintenant? Est-ce que c'est parce que c'est l'adaptation et l'atténuation du changement climatique ou quoi? Quelle est la raison? So, I repeat the question. Je répète la question. Avant de donner la parole à la deuxième personne, la question, c'était les solutions basées sur la nature ne sont pas nouvelles, mais pourquoi sont-elles si populaires maintenant? Quelle en est la raison? Et nous allons prendre 3 questions. Une pour M. Ratouvuniain et une autre pour Mme Huot. La première, c'est plus une curiosité. Est-ce que dans les techniques mises en œuvre autour du lac Itas, vous avez utilisé la stabilisation par le vétiver? Et la deuxième, pour vous pouvez répéter la stabilisation des berges ou des talus par du vétiver. D'accord. Et là, pour Mme Huot, est-ce que la réhabilitation de la zone humide, elle est en aval, des rejets de la station d'épuration? Voilà, merci. Oui, par rapport à la question de tout à l'heure, est-ce que vous utilisez la stabilisation de berges? Oui, la réponse est oui, parce que le but du vétiver, c'est de protéger les érosions et aussi d'avoir des habitats pour les oiseaux. Donc, on utilise comme stabilisation du berge aussi. Merci beaucoup. Merci. Marie-Christine Huot pour... Oui. Donc pour la question, bien sûr, c'est en aval, c'est les eaux usées traitées qui réalimentent le réservoir et donc entre les deux, qui réalimentent la zone humide restaurée.
qui permettent le correctif de qualité écologique, qui permet le maintien d'une zone humide au sens propre et ainsi de réduire le risque de stress hydrique au réservoir en aval. Donc elle joue pleinement, c'est comme une barrière de traitement additionnel intermédiaire. Merci. Et SFN pas entièrement nouveau, est-ce que l'un de vous souhaiterait intervenir ? Puisque j'ai le micro, je veux bien, mais je ne vais pas monopoliser. Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui ? Un des arguments, et vous l'avez vu dans les exemples que je vous ai présentés, ne sont pas juste d'hier, mais d'avant-hier déjà. Parce que une des réponses, c'est que ces solutions ont des fonctions qui permettent d'atténuer les à-coups climatiques dans un sens ou dans un autre. Ce que ne font pas, parce qu'elles ont atteint leurs limites, les dimensionnements classiques des traitements classiques. Donc ce sont des solutions qui ont cet avantage de faire tampon, de faire régulation, de faire éponge quand il y a trop d'eau, de faire éponge pour garder l'eau quand elle part trop vite. J'aurais envie de dire, en ce qui concerne la partie eau et milieu aquatique, aujourd'hui, l'urbanisation et l'accélération des dérèglements climatiques fait que l'eau va trop vite. Donc en fait, l'eau n'est plus retenue comme elle l'était naturellement avant parce que les sols sont aussi moins fertiles qu'avant, qu'on a construit plus sur la nature. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons, c'est de compléter, c'est bien ce que je disais, de compléter les traitements plus intenses avec des solutions extensives qui permettent de faire ce frein finalement au cycle naturel de l'eau, pour ne prendre que cet exemple. Puis ça a bien sûr bien d'autres bénéfices. Du coup, merci pour vos présentations. J'avais une question qui était peut-être en lien avec la première. Vous nous avez tous présenté des projets maintenant sous le titre, la bannière SFN, mais est-ce que initialement, quand ils ont été conçus, ces projets, est-ce que le terme était déjà utilisé ou pas, ou qu'est-ce que ça apporte du coup aussi par rapport aux autres procédés que vous avez appelés, comme la restauration ou autre, cette appellation? Oui, bonjour. Si vous me permettez, parce que j'avais un petit bout de question à poser, et puis celle qui est arrivée avant me permet de rebondir. En réalité, peut-être que le terme solution fondée sur la nature est un petit peu ambigu. Quand on entend solution fondée sur la nature, on a l'impression qu'on va mettre en œuvre des solutions dans lesquelles la nature va se débrouiller pour résoudre le problème. C'est peut-être un petit peu en partie ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je crois qu'on éviterait ce genre d'ambiguïté en comprenant que solution fondée sur la nature, c'est peut-être avant tout solution respectueuse de la nature. Et à ce moment-là, on ne compterait pas sur la nature pour apporter une solution au problème qu'on a créé nous-mêmes, mais plutôt qu'on essaierait de résoudre le problème qu'on a créé ou qui s'est créé pour des raisons diverses, en essayant de dégrader au minimum la nature et puis de l'utiliser éventuellement si c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour, Laurent Roy, directeur général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc, je me permets de signaler tout particulièrement M. Ratovoniaina pour la collaboration que nous avons avec les autorités malgaches autour des expérimentations, dont celle dont il a parlé, autour du lac Itache. Et ma question porte sur les possibilités de généralisation qu'il voit de cette expérience très intéressante du lac Itache sur le territoire malgache. Est-ce qu'il pense que cette logique de gestion bassin versant avec les solutions basées sur la nature et notamment des solutions agricoles pour lutter contre l'érosion peuvent se généraliser sur d'autres territoires de Madagascar? Est-ce qu'il a suffisamment d'éléments pour aller vers cette généralisation? Et en soulignant qu'il y a aussi une autre coopération soutenue par l'agence en Haute-Mathiâtre qui peut également donner des éléments. Mais la question c'est, est-ce que c'est une expérimentation ou est-ce que c'est généralisable? Oui, à mon avis, parce que c'est une expérience qui est
c'est la première fois que je vois aussi, hein, à part que celle qui est au Tchad. Donc, à mon avis, on peut le partager d'abord, parce qu'il y a d'autres entités qui ne sont pas encore vues de telles expériences. Donc, à mon avis, il faut d'abord partager pour d'autres partenaires ou d'autres entités, afin qu'on puisse permettre de généraliser au niveau de tous. Donc, à mon avis, il faut d'abord le partager d'abord cette expérience au niveau des autres entités et après, on va faire la généralisation. Merci beaucoup. Merci bien. Patrice Eba, de la Côte d'Ivoire. Je suis animateur du réseau Activités minières responsables et développement durable dans le cadre des 5 d'excellence au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous travaillons sur la thématique des mines avec 3 centres d'excellence. Et donc la question de l'eau nous intéresse beaucoup. Sur cette question-là, j'ai vu M. Dewassi qui est intervenu sur la question de l'autorité du bassin versant au niveau de la Volta. Et donc ma question, est-ce que tout à l'heure, quand il expliquait, il a dit que les solutions basées sur la nature avaient été expérimentées dans le cadre de certains projets. Par contre, il n'a pas énuméré certaines de ces solutions basées sur la nature. Donc, on aimerait qu'il donne quelques exemples. Et donc, dans cette même continuité, au niveau du projet East Partners, nous avons plusieurs réseaux thématiques avec le réseau eau. Nous travaillons également sur un master sur la gestion des bassins versants dans le cadre des activités minières. Et donc, dans ce contexte-là, nous sommes aussi disponibles pour établir des coopérations avec tout organisme qui serait intéressé à travailler sur cette question-là. Parce que la question des compétences a été évoquée tout à l'heure dans le cadre du milieu professionnel. Merci. Merci, et je crois que nous avons une dernière question ici. Yeah. Well, thank you very much. My name is Ayman. Merci. Je suis de Palestine et également conseiller de l'UICN pour ceci. C'est pas vraiment une question, c'est un commentaire, pardonnez-moi, juste pour élaborer. Les SFN ont été mentionnées, mais elles ne sont pas nouvelles, ni anciennes d'ailleurs. C'est plutôt quelque chose qui devient urgent étant donné la pression que les êtres humains appliquent sur la nature qui augmente. Et donc, c'est une manière de prôner l'adoption de ce concept qui n'est ni récent ni ancien. C'est-à-dire qu'il faut permettre à la nature de retrouver son rôle, ses services anciens et les services dont les êtres humains ont besoin. De tous les exemples que nous avons entendus, ils sont tous liés à l'eau. Ce n'est pas une surprise puisque l'eau est absolument clé. C'est l'élément clé dans la nature. Et bien sûr, tout est lié à l'eau et fournir de l'eau douce, potable, c'est indispensable pour la survie de l'être humain et des écosystèmes. Mais bien sûr, les SFN ne concernent pas que l'eau. Elles couvrent d'autres aspects de la nature, la régénération des parcours ou bien d'autres choses que l'eau. Et ça se fait au niveau des écosystèmes, des bassins versants, etc. Mais j'aimerais mentionner quelque chose, et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Ali, pour dire qu'il n'y a pas de solution unique. Il y a beaucoup de défis, surtout dans notre région. Les ressources y sont très rares. Et vous avez indiqué 9 défis qui se posent dans la région MENA. Étant donné ces défis, je ne pense pas qu'il soit facile de s'adapter ou même de prôner des solutions fondées sur la nature. On peut le faire, mais comprendre ces défis est plus important que de voir comment on peut introduire ce concept pour résoudre ce genre de défis. Je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole aux membres du panel. Nous avons vu quelle a été la question posée à M. Dessoissy. Oui. Merci. Merci, M. Bonnet, le modérateur. Je voudrais d'abord réagir par rapport à la question qui concerne pourquoi c'est maintenant
ce concept. Oui, selon nous, hein, ce concept porte en lui-même la spécificité de l'effondrement ou bien de la dégradation des différents écosystèmes que nous avons dans nos espaces fluviaux. La solution n'est pas la même d'une zone humide à une autre. Donc, question de spécificité. Deux, il y a l'homme au cœur de ces solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire les hommes, les femmes, la jeunesse et tout le monde, puisque c'est leur milieu, ils sont conscients qu'est-ce qu'on va faire pour régler, inverser les tendances à la dégradation de ces ressources dont ils dépendent. Donc, c'est une manière de rapprocher beaucoup plus la définition des mesures pour corriger une situation qui a tendance à réduire leur existence. Par rapport aux exemples que je n'ai pas, mon frère de la Côte d'Ivoire a soulevé, nous disons hein, que depuis la création de l'ABV en janvier 2007, tous les projets que nous avons eu à exécuter s'inscrivent dans le concept GIR, gestion intégrée des ressources en eau. Ce concept de solution fondée sur la nature ne vient qu'expliciter le volet importance des écosystèmes, hein, les services écosystémiques, hein, ces zones humides. Rendent aux populations, puisque souvent, c'est surtout hein, à 95 ou 100% même, je dirais, c'est autour de ces zones humides où l'homme tire la substance nécessaire pour sa survie. Voilà que le changement climatique est venu, voilà qu'on devient de plus en plus nombreux. Ces ressources s'amenuisent que les communautés d'identifier, bien sûr, avec le renforcement de leurs capacités, les solutions appropriées pour régler les problèmes spécifiques à leur zone. Autre solution, il faut la connaissance. Il faut densifier la connaissance hein, pour véritablement parler de ces zones humides, de leur effondrement, etc. Il faut aller vers des actions d'évaluation hein, de l'état hein, de ces écosystèmes. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec le projet GIC, gestion intégrée hein, des risques et, liés aux inondations et aux sécheresses dans le bassin de la Volta. On m'avait donné 10 minutes, ce n'était pas trop suffisant pour aller dans les détails. Monsieur. Nous avons plein d'autres exemples que nous pouvons citer. Je serai heureux de vous recevoir par email pour d'autres détails si vous le voulez. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dessoissy. Et j'invite, I invite now Madame Dr Maha. J'invite maintenant Madame Maha Al-Zoubi pour répondre aux questions sur les SFN. Thank you so much. Merci beaucoup. Je souhaiterais effectivement répondre à cette question. Mais je crois que la première question à se poser, c'est celle du pourquoi et qui appelle cet élan. Dans la région MENA, nous sommes confrontés à de grandes difficultés en termes de ressources d'eau. Et ceci est transfrontalier. Donc, en d'autres termes, il y a une insécurité dans la plupart des pays. 85% de l'eau douce est utilisée à des fins agricoles. Donc, on ne peut pas arrêter les activités agricoles, ce qui veut dire que nous avons besoin d'une utilisation plus efficace de l'eau. Et maintenir la productivité dans le secteur agricole. En outre, nous avons l'impact du changement climatique qui se fait particulièrement sentir dans la région. Donc voilà toute une série de raisons qui expliquent pourquoi nous avons besoin de ces solutions.
J'en viens maintenant à qui mettre l'accent sur ces solutions. Ce sont essentiellement des chercheurs, des scientifiques, des ONG, parce qu'ils se rendent compte de la gravité de la situation. Comme je l'ai dit dans ma présentation, il y a encore un décalage entre les chercheurs, les scientifiques et les décideurs politiques. Nous sommes convaincus qu'un scénario dit business as usual, le scénario du statu quo, avec une approche sectorielle, est impossible. Alors, comment procéder? Tout d'abord, en nouant des coopérations, en associant nos efforts, en appliquant l'ensemble des parties prenantes, ce qui permettra de voir la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup, Dr Marazoubi. Le commentaire qui était fait entre solutions fondées sur la nature ou solutions respectueuses de la nature. Madame Marie-Christine Huot, si vous le souhaitez. Oui, effectivement, c'est intéressant la remarque qui a été faite pour éviter peut-être les faux amis. Je pense qu'il y a une vraie différence entre respecter et solution fondée sur la nature. Qui dit solution fondée sur la nature dit solution. Donc ça veut dire qu'on s'appuie sur des techniques. En l'occurrence, quand on parle du vivant et de la nature, on s'appuie sur le génie écologique. Et donc, derrière, c'est tout un réseau d'expertise, de compétences. Et d'ailleurs, je pense que grâce à ce développement que j'espère va s'accélérer des solutions fondées sur la nature, on va reprendre conscience du bien fondé, des formations qui sont liées au vivant. Je pense en premier lieu à l'agronomie, puisqu'on a évoqué les sols, on a évoqué l'eau, mais il y a aussi le végétal. Et donc toutes ces compétences, ces expertises du génie écologique sont mises en fait pour construire ces solutions fondées sur la nature. Alors bien évidemment, il ne faut pas aller trop loin, comme dans la chimie, si je puis dire, et pas utiliser à mauvais escient les solutions fondées sur la nature. À titre d'exemple, quand on reconstitue des haies en bocage pour redonner de la fertilité, d'une part, au sol, pour aussi permettre au sol de mieux retrouver sa fonction naturelle d'absorber l'eau, parce qu'il y a un besoin de système racinaire dans le sol pour le nourrir. Là, on est bien dans la solution fondée sur la nature. On utilise ce que fait le vivant entre le système racinaire et le sol et l'eau. Le même exemple, on parle de protéger les cétacés parce que les cétacés sont vitales dans leur processus et comportement, et on peut faire d'ailleurs du mimétisme, si je puis dire, du biomimétisme, parce qu'il va absorber le plancton et donc jouer également un rôle sur la nature et se dire en quoi ce processus peut devenir une solution qui vient compléter les solutions entre guillemets traditionnelles de la chimie blanche finalement. Donc on est plus, pour moi, à mon sens, sur vraiment utiliser le génie écologique que l'on traduit par les solutions fondées sur la nature, qui bien sûr doivent, et c'est ça dans la définition d'ailleurs de l'UICN, doivent respecter la nature, c'est-à-dire de ne pas aller trop loin et apporter aussi bien des bienfaits pour résoudre les enjeux que l'on a aujourd'hui et demain, notamment liés au dérèglement climatique, mais également en respectant, voire en redéveloppant la biodiversité. Donc je trouve que c'est un super concept pour permettre de dire ce qu'on disait au départ, il n'y a pas la biodiversité d'un côté et l'être humain de l'autre, c'est reprendre conscience qu'on a besoin de s'appuyer sur la nature, qu'on est nous-mêmes issus du vivant et qu'on est dans un ensemble dans lequel on doit retrouver des équilibres. En fait, c'est ça le sujet. Merci Marie-Christine. Il est temps de conclure notre session. Je voudrais commencer par remercier tous les intervenants qui nous ont proposé ce parcours autour de l'ambition que nous avions pour la séance d'aujourd'hui: coopération, solutions fondées sur la nature et adaptation au changement climatique. Effet du changement climatique que nous avons pu voir dans un certain nombre de géographies à différentes échelles, en matière de sécheresse, en matière d'inondation, en matière de dégradation de la ressource pour l'eau potable, en matière de difficultés agricoles. Et c'est aussi cette pression supplémentaire-là
qui nous oblige, comme ça a été dit, à regarder des familles beaucoup plus larges de solutions pour mieux gérer les ressources en eau et également mieux préserver la biodiversité. Alors, la coopération, c'est un petit peu, c'est même tout à fait un cœur de métier des organismes de bassin, hein, puisqu'ils ont pour mission de réunir différents usagers de l'eau dont les intérêts peuvent être contradictoires, mais doivent être conciliés pour préserver la ressource et préserver les milieux aquatiques. Et donc, moi, je me réjouis déjà aujourd'hui que cette séance soit une coopération un peu nouvelle, il faut le dire, entre le RIOB et l'UICN. Et je suis sûr que nous en aurons davantage à l'avenir. Coopération aussi à l'échelle de plusieurs pays, et il nous semblait important d'avoir cet exemple transfrontalier. Alors, il s'agit d'utiliser les solutions fondées sur la nature comme une réaction supplémentaire, plus rapide aux effets du changement climatique et à la nécessité de préserver et les ressources en eau et la biodiversité. Comment accélérer, hein, c'est un mot qui a été prononcé par plusieurs d'entre vous. Alors, bien sûr, il faut davantage de science, davantage de connaissances, davantage de partage technique des solutions qui peuvent être mises en place. Et nous souscrivons à ça. Moi, je voudrais garder peut-être un message sur les deux freins principaux qui me paraissent ressortir et qui ont été évoqués. Una visión compartida de largo plazo entre agricultura y ambiente, entre ambiente, agua y agricultura, entre energía, minería, ambiente, agua y agricultura, en la tierra y en el mar. Entonces, creo yo que tenemos que partir de un hecho muy claro, y es que no vamos a lograr los objetivos del 30%, del post-2020 de biodiversidad, el 1.5%, con una institucionalidad que nos ha demostrado que no nos sirve para lograr los objetivos de escala que requerimos a nivel del planeta. Y el GEF ve esto desde una visión de incoherencia política y el GEF ve esto como una limitación incluso a la movilización de recursos, porque esta fragmentación mantiene una serie de políticas que contribuyen a la pérdida de biodiversidad y a la contribución al cambio climático. En nuestros países siguen invirtiendo muchas veces más recursos económicos a través de la banca pública, a través de incentivos financieros y subsidios en actividades que generan pérdida de biodiversidad y contribución al cambio climático. Todos nuestros gobiernos invierten más en destruir la naturaleza que en protegerla. Ese es el bottom line. Y eso es producto de esta institucionalidad fragmentada, y también es producto de que los decisores políticos tienen información económica que no es completa para tomar decisiones. Ahí es en donde otro proyecto importantísimo que llevaba el Banco Mundial, es muy importante, el proyecto WAVES, tocaba exactamente ese punto de generar información sobre el capital natural para una mejor toma de decisiones. Este es otro tema que yo veo con muchísima atención en el GEF, y lo vemos en el contexto del GEF 8 y sobre todo en el contexto del GEF 9. Coherencia política, ligar con el tema de del fraccionamiento institucional y cómo creamos instituciones que trabajen a nivel del paisaje, y la movilización eficiente de recursos domésticos son temas que el GEF trabajará focalizado en nuestros programas en Amazonas, en el Congo, nuestros programas de ciudades sostenibles. Vamos moviéndonos hacia un sistema más integrado a través de los programas de impacto, y las áreas focales del GEF se van a manejar con muchísima flexibilidad. Anteriormente solo podíamos usar recursos para biodiversidad, para cambio climático, para desertificación. Hoy promovemos que los países tengan total flexibilidad para que en sus recursos de los puntos focales puedan hacer proyectos que integren biodiversidad, cambio climático y conservación de suelos, restauración de suelos de una manera integral. Así que esa es la visión que estamos promoviendo. Es producto de las lecciones positivas que tenemos en los países amazónicos,